Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les amis. Je viens de publier une vidéo pour vous prévenir qu'il y avait des gens qui se faisaient passer pour moi, tout simplement. Des arnaqueurs qui essayent de vous vendre des espèces de signaux, crypto trading, je ne sais quoi. Donc faites bien attention, ne vous faites pas avoir. Ces gens en veulent après votre argent et ne sont même pas français d'après ce que j'ai pu voir. Donc faites bien attention s'il vous plaît. J'espère que vous pouvez partager la vidéo au maximum pour prévenir la communauté parce que voilà. La haine, pourquoi la haine? Non, sérieux ou quoi? Ah, je peux te dire que si tu m'avais donné les 500 balles à moi, je t'aurais satisfait autrement. Ça c'est sûr. Et j'ai rien à vendre pour ce prix-là, malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs parce que... Mais faites bien attention, hein. Partage la vidéo si tu peux et ça m'énerve parce que Zegofin qui est souvent présent sur les lives aussi, qui donne des conseils en immobilier, enfin qui était là pendant plusieurs lives déjà, m'en a averti. Il y a d'autres abonnés aussi. Je les ai signalés à TikTok, mais TikTok dit que c'est bon, ils n'enfreignent pas les règles, tout simplement. Donc du coup, bah voilà, ma seule défense c'est de faire une vidéo, hein, forcément. Salut Olive Matt. Donc voilà, je peux pas trop. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Malheureusement, c'est un peu mal foutu. J'ai l'impression même que TikTok soutient ce genre de personnes, mais bon. J'espère juste qu'il n'y a pas plus de monde qui tombera dans le panneau. Ouais, ça marche, ça marche. En tout cas, désolé que ça se passe de cette manière-là. Je repasserai le message tout à l'heure, il y aura un peu plus de monde là. Parce que ce genre de conneries, ça peut plus durer quoi. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. Sinon, aujourd'hui on va parler des différentes étapes pour devenir propriétaire, hein. Salut Makina. T'étais présent ce matin, c'est ça? J'ai fait un live tôt ce matin, c'est vrai. C'est la première fois que je fais deux lives dans la même journée là. Je vais juste vérifier un truc rapidement. Tac, c'est bon. En tout cas, j'espère que vous avez la pêche. Ah ok, ouais, c'est cool. On va parler des différentes étapes du coup pour devenir propriétaire. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte, donc n'hésitez pas à liker, à partager un peu pour que je commence. Et on va faire ça proprement pendant une petite heure, je pense. Merci pour les encouragements en tout cas, pour les likes, pour les partages. Alors déjà, est-ce que vous avez déjà suivi des formations en immobilier? Est-ce que est-ce que vous êtes déjà un peu renseigné ou pas du tout? Pour ceux qui sont intéressés pour investir dans l'immobilier, ça va être spécifiquement sur l'immobilier aujourd'hui, hein.
On va se concentrer là-dessus, on peut pas tout faire en même temps. Donc pour tous ceux qui ont des questions sur les ETF, sur le PEA, etc., on verra ça peut-être plus tard dans une seconde partie, mais dans un premier temps, là, on va parler d'immobilier. En tout cas, merci à ceux qui sont présents. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas plus de personnes qui se sont fait arnaquer. Suite à la copie de mes comptes, il y a au moins 3 ou 4 comptes. Hein. Si vous cherchez Educt et Finance, il y en a 3 ou 4 qui sont en train de, de me copier. Juste pour pouvoir vous vendre de la merde en fait. Salut Colicholo. Les amis, si vous pouvez partager ma dernière vidéo que je viens de faire sur l'arnaque qui est en cours, ce serait top pour avertir un maximum de personnes. Pas qu'ils se fassent avoir. Ce serait énorme. On va voir. On va voir si on peut en venir à bout ensemble de toute cette galère là, parce que je commence un peu à en avoir marre. Il y a déjà quelques personnes qui jouent le jeu, je vois. En tout cas, c'est gentil à vous. Et merci pour tous ceux qui like. On va être une vingtaine là, bien dans pas longtemps. Non, j'ai pas d'enfant, non, Thiago. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on parle d'immobilier? N'hésitez pas à liker pour m'encourager à commencer. Je vais juste chercher un verre, les amis. Dites-moi si vous avez déjà investi dans l'immobilier. Salut spectateur. J'espère que tu vas bien. Est-ce que vous avez déjà investi dans l'immobilier? Est-ce que investir dans l'immobilier, ça vous intéresse? Likez un maximum et si vous avez 2 secondes juste pour republier la dernière vidéo que je viens de sortir par rapport aux personnes qui arnaquent d'autres gens, c'est sur mon TikTok. C'est la dernière vidéo que je viens de sortir juste il y a quelques minutes. Juste pour prévenir la communauté qu'il y a des personnes qui usurpent mon identité pour vous vendre de la merde. Donc voilà. Ouais, voilà, Koicholo, ouais, c'est ce que je disais. Donc si jamais tu as 2 secondes pour republier la vidéo, pour la faire tourner au maximum, n'hésite pas, au moins que les gens soient prévenus. J'ai pas envie que des personnes se fassent arnaquer. En tout cas, les amis, juste pour que vous le sachiez, c'est jamais moi en premier qui vais vous contacter, c'est toujours moi qui réponds. Donc juste que vous soyez au courant. Ouais, c'est cool, Koicholo, c'est cool. Mais il y en a 3 ou 4. Hein. Il y en a 3 ou 4 qui ont repris le même logo, tout pareil. Hein. Donc faites bien attention, s'il vous plaît. Salut Taïdange, salut Tani. Est-ce que vous connaissez les différentes étapes pour passer du rêve à la réalité, pour devenir propriétaire en immobilier? Est-ce que certains d'entre vous ont une idée de la première étape qu'il faut faire? L'étape numéro 1 primordiale. Bah oui, Colicholo, parce que c'est des gens qui me font confiance. Hein. J'imagine que cette personne-là regarde sûrement mes lives ou mes vidéos, et donc du coup, ça crée du lien quand même, tu vois, parce qu'il y a souvent les mêmes personnes qui reviennent pendant les lives. Donc il doit remarquer qui c'est qui vient ou qui c'est qui vient pas. Je reçois tous les jours quasiment des messages d'espèces de profils bizarres qui me proposent de collaborer avec des agences TikTok ou je ne sais quoi. Si j'avais des difficultés à faire grimper mon compte, ça fait peut-être 2 mois et demi que j'ai commencé à alimenter vraiment le compte et à faire du contenu régulièrement.
je pense que j'aurais utilisé d'autres méthodes, quoi. Et en 2 mois et demi, je suis à 40 000 abonnés là. Aujourd'hui, j'ai passé la barre des 40 000. Voilà, c'est pas pour me la péter que je dis ça, hein, c'est juste que voilà, je pense que je passe pas mal de temps avec vous, que je donne pas mal de. Enfin, je fais beaucoup d'efforts pour vous apprendre des trucs et je demande pas d'argent hein, quand je fais des lives. Donc voilà, je m'en fiche. C'est pas une question d'argent, mais c'est juste une question de. Voilà. Ouais, je pense aussi que je vais me renseigner. J'ai demandé la certif aujourd'hui à TikTok. On va voir. Mais apparemment, pour valider la certification, tu sais, le logo bleu là, euh, il faut que je passe dans des articles régionaux ou je ne sais quoi. Il faut que j'ai déjà un peu de la notoriété, encore plus, tu vois, sur les réseaux sociaux et en général, hein, même dans la presse. Limite, il faudrait que un journaliste parle de moi. Bon, c'est pas près d'arriver, je pense, hein, mais voilà. Merci Romy, c'est gentil. Non, j'ai pas d'animaux de compagnie. Makina, aller voir le banquier, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. Si, Koicholo, justement, ils m'ont demandé de mettre 4 liens qui parlent de moi. Ils m'ont demandé ma pièce d'identité, hein, bien sûr, ça va de soi, hein. Mais ils m'ont demandé 4 liens que je devais donner. Bah, ça peut être un profil Wikipédia, ça peut être un article de presse, ce genre de choses, tu vois. Et justement, voilà. On va voir si ça va marcher, hein. Je leur ai mis les liens de ma chaîne YouTube, de mon site, mais on verra. Donc si quelqu'un est journaliste et qui a envie de me filer un coup de main, c'est avec plaisir. Déjà, chat du Sud, ouais, avoir des finances saines pour que le banquier soit content, ça c'est l'étape 0, on va dire. Déjà prendre soin de tes finances, ça c'est clair. L'étape 0, ouais. Espérons, ouais, Koichiro, j'espère aussi, ouais. Parce que ça commence à me gaver, tu vois. J'espère juste qu'il n'y ait pas de personne qui est vraiment tombée dans le panneau et qui leur a acheté un truc, quoi, hein. Tout simplement, hein, parce que. Alors, je veux bien vendre des trucs à 500 balles, tu vois. Mais il faut qu'il y ait de la valeur derrière, tu vois. J'ai envie d'apporter vraiment quelque chose aux gens. Je me permettrai pas de demander 500 balles et de rien délivrer derrière, tu vois. C'est 500 balles, faut que ça en vaille le coup, quoi. Tu vois, enfin, en heure de travail, tu vois, ça représente beaucoup de temps que tu investis, toi, de ta propre personne pour aller bosser. Alors, de voler autant d'argent aux personnes, je comprends pas, mais bon. Chacun a ouais, c'est éthique ou pas, quoi, tu vois. Mais bon, bref. On va éviter de pourrir l'atmosphère en parlant de ces gens-là. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui pourront republier ma vidéo que j'ai sortie sur l'ANAC des faux comptes qui se font passer pour moi, pour prévenir un maximum de gens. C'est gentil de votre part. Donc l'étape numéro 0, on avait dit déjà, j'avais pas prévu cette étape-là, mais tu fais bien de le mentionner, c'est des finances saines. Et je vais sûrement devoir retourner la caméra. C'est ça. Ok, j'aimerais investir. On parle d'immobilier ce soir, Sergio. Yes, c'est ça. Merci Koicholo pour. Donc l'étape numéro 0, c'est d'avoir des finances saines. Donc est-ce que vous avez une idée de comment on fait pour avoir des finances saines? Comment est-ce que vous allez prouver au banquier que vous gérez bien votre argent? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée de quelle preuve, directe ou indirecte, on peut donner au banquier, au conseiller, pour qu'il remarque que vous savez gérer vos finances? Épargner, ouais. Zadig, ok, ouais. 3 relevés, pas à découvert, exactement. Pas être à découvert, ça c'est la primordiale, hein. Ça c'est la règle numéro 1. Si vous êtes à découvert, vous êtes un peu dans la merde, hein. Pas de crédit conso, Miss Créole, exactement. Exactement, pas de crédit conso, pas de découvert, aucun découvert, une bonne épargne, c'est ça. Donc du coup, il y a aussi une astuce que je peux vous donner. Je sais pas si vous. Ouais, bonne, ça, ouais, salut à toi. Et les prélèvements rejetés, ouais. En fait, tout ce qui est pour l'épargne, je vais vous donner une petite astuce.
Alors c'est peut-être pas grand-chose, hein, mais c'est toujours bon à prendre. En fait, c'est de faire des virements qui sont automatiques, qui peuvent rediriger vers un livret A, LDD ou un compte où l'argent est rapidement disponible. Et il faut mettre un libellé où il y a écrit épargne. Comme ça, le banquier, paf, il prend vos 3 derniers relevés de compte, il voit virement régulier, épargne tous les mois. Ça peut ne serait-ce qu'être 50 euros, mais l'essentiel, c'est de le faire, c'est de faire passer l'image que vous savez gérer votre argent, que vous prenez une partie de vos revenus et que vous les mettez de côté pour l'investir ou pour épargner. Ça, c'est super important. Donc, comme dit, hein, on prépare le terrain. On va aussi éviter de, de jouer aux jeux de hasard ou au casino en ligne, hein, parce que tout ça, ou à la FDJ, hein, ça se voit sur le relevé de compte. Donc évitez, et si vous voulez vraiment le faire et que vous avez de l'argent à perdre là-dedans, utilisez un compte différent, tout simplement. Mais pas sur le compte où vous voulez emprunter, dans la banque où vous voulez emprunter l'argent, il faut qu'il soit propre, de chez propre, il faut que tout soit nickel. Il faut aussi éviter les grosses dépenses impulsives, régulières. Ça peut arriver à tout le monde, hein, d'avoir un four qui casse, d'avoir une grosse réparation sur la voiture. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit toutes les 2 semaines, quoi. Si on a assez sur le compte pour acheter, bah là, c'est encore un autre truc. Mais tu vois, le fait d'avoir un gros compte blindé, ça ne veut pas dire que tu sais bien gérer ton argent. Ça se peut que ça vienne d'un héritage, par exemple, hein. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont toucher des grosses primes au travail, qui vont avoir des héritages des grands-parents, des parents, etc. Le banquier va pas forcément regarder tout l'argent que tu as. Il va regarder comment tu fais circuler ton argent, comment tu l'utilises, tu vois. Et donc du coup, ça c'est important de donner cette bonne image au banquier histoire de préparer le terrain, tu vois. Et là, je vais juste descendre un peu la caméra, je remarque que je suis pas mal haut là. Par rapport à l'habitude, c'est parce que j'ai tourné une vidéo pour YouTube juste avant là. Elle sortira dans pas longtemps et ça reprendra un peu la thématique, hein, dont on parle aujourd'hui. Donc cette étape là, numéro 0, je ne l'avais pas prévu forcément, mais effectivement, ça va de soi, hein. On va assainir nos finances. Donc là, c'est important de bien mettre les choses au clair, de mettre des virements en place automatiques. Salut Booster. Et, euh, et de mettre ça en place. Donc épargner tous les mois une certaine somme d'argent. Ça peut être 50 euros, ça peut être plus si vous en avez les moyens. Et avec un libellé épargne. Ensuite, pour encore rendre la situation meilleure, avoir un CDI, un job qui est stable. Si vous êtes en intérim, c'est pas une fatalité non plus, mais prouvez que votre situation elle est stable, elle est sécurisante, parce que le banquier, ce qu'il cherche dans un premier temps, c'est la sécurité. Avant toute autre chose, c'est la sécurité. Ensuite, vous avez une idée de ce qui va venir après? La prochaine étape entre passer du rêve à la réalité à devenir propriétaire? Et c'est une étape qui est fondamentale aussi. Et sans cette étape-là, vous ne savez pas forcément où vous allez. Charles Jacob, ouais, exactement. Et tu prends 20% à peu près pour un apport immobilier, par exemple. Est-ce que vous avez une idée de ce qui vient après l'assainissement des finances pour acquérir un bien? Quelle est la prochaine étape? Connaître sa capacité d'emprunt? Presque. Presque. C'est l'étape suivante, ça. Enfin, l'étape après celle que je vais vous donner. Mais ça peut switcher entre les deux, tu verras. Ouais, le projet, ouais, ça c'est pas mal. Le taux d'endettement, ça vient. Ouais, ça peut. Un compte PEL, c'est bien qu'au tu auras des avantages normalement au niveau du taux. Le fait d'ouvrir un PEL, ça te donne certains avantages, hein. C'est pas non plus des trucs de fou, mais c'est toujours mieux que rien. Ensuite, l'étape numéro 1, ça va être de définir son propre projet. Donc là, tu vas prendre une feuille blanche, tu vas regarder un peu, tu réfléchis avec toi et c'est important d'être honnête avec soi-même et de se dire, bon ok, je veux investir, mais je ne sais pas encore dans quoi. De regarder un peu les biens qui pourraient t'intéresser. Si tu es un investisseur aguerri, c'est sûr que tu vas pas forcément retourner sur du studio. Donc du coup, tu regardes, est-ce que tu vas acheter
plutôt un immeuble, une maison à diviser, un appartement, un grand appartement ou un plateau? Ou alors est-ce que tu débutes? Est-ce qu'un studio ça te fait peur? Si ça te fait trop peur, tu vas peut-être te diriger vers encore une plus petite surface qui va pouvoir être un garage par exemple ou un parking, juste au moins pour mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, l'étape numéro 2, c'est la capacité d'emprunt. Et c'est pour ça que je disais que ces deux étapes, on peut un peu switcher. Mais par contre, si on va aller chez son banquier pour demander sa capacité d'emprunt et qu'on n'est pas capable de lui dire ce qu'on recherche comme bien, c'est un peu bizarre aussi, tu vois. Donc du coup, euh, c'est important de bien définir son projet. Donc là, il faut bien définir la zone géographique, le budget maximum qu'on veut allouer, et on le connaîtra en fonction de la capacité d'emprunt. Donc l'un va pas sans l'autre, mais c'est intéressant d'avoir déjà une idée du type de bien qu'on veut acheter, du prix au mètre carré qu'on est prêt à payer aussi, selon la zone où on se situe, hein. Il y a des endroits dans la Creuse qui sont à 1000 euros du mètre, mais il y a d'autres endroits où c'est 10 000 euros du mètre. Donc là, il faut bien être honnête avec soi-même, définir sa zone et mettre les choses à plat. Est-ce qu'on veut acheter une maison, un appartement, un studio, une place de parking, un garage? Tout ça, on va le définir ici et on va l'accorder avec la capacité d'emprunt. Si maintenant on vous dit que vous ne pouvez pas emprunter plus que 100 000 euros, ça va être difficile d'acheter un immeuble. Euh, donc voilà. Ensuite, pour la capacité d'emprunt, si tu gagnes 2000 euros, si tu gagnes 2000 euros par mois, en général, c'est des mensualités à 700 euros. Parce que le taux d'endettement, il est à 35%. Plus ou moins. Ça va dépendre des établissements bancaires. Des fois, ils peuvent vous donner une petite délégation, une petite dérogation. Mais dans la 90% des cas, c'est du 35% d'endettement, du taux d'endettement. Donc du coup, 2000 euros, 700 euros, plus ou moins. Donc pour le connaître, c'est très simple. Tu prends ton revenu mensuel et tu prends 35% de ce revenu mensuel. Et ça, c'est les mensualités que tu pourras payer. Et ce sera ton taux maximum, enfin l'argent maximum que tu pourras utiliser pour pouvoir avoir un crédit. En tout cas, à l'heure actuelle. Dans le temps, ça se passait d'une autre manière. Ça se passait en fait au différentiel. C'était un calcul différentiel qui était fait. Donc du coup, typiquement, si tu avais un appartement à 500 euros, où tu recevais 500 euros de loyer, et que ton crédit n'était que à 350 euros, à la fin de l'opération, tu gagnais 150 euros, plus ou moins. Alors il y a certaines petites subtilités, mais pour un peu schématiser l'idée, c'est comme ça que ça se passait. Donc ce qui fait qu'en fait, à la fin de l'opération, tu pouvais emprunter encore plus parce que tes revenus, ils étaient augmentés. Alors que maintenant, tous les revenus et toutes les dépenses sont mis ensemble, hein. Donc du coup, c'est un autre calcul et ça va plus du tout de la même manière. Donc voilà, pour avoir un titre indicatif, on prend les 35% de son salaire et ça nous donne les mensualités maximum qu'on sera en mesure de pouvoir demander à la banque, payer à la banque. Après, n'hésitez pas à demander plus, ça coûte rien. Le banquier va tout de suite vous arrêter de toute manière, si vous allez demander trop. Ensuite, est-ce que vous avez une idée de la prochaine étape? Pour les personnes qui sont intéressées par l'immobilier, l'étape numéro 3 du coup. Merci beaucoup pour les likes, ça fait plaisir. Partagez un maximum aussi. Ouais, Zadig, c'est ça. Exactement, Tani. T'as tout compris. Donc là, on va passer à la recherche. À la recherche, ça peut aussi être appelé faire la pige. Comme on dit comme ça, c'est le jargon un peu. On fait la pige, ça veut dire qu'on va faire tous les sites d'annonces, Le Bon Coin, Se Loger, particulier à particulier, etc. etc. Ouais, Zadig, en fait, la banque va appliquer une pondération sur les revenus locatifs qui est de l'ordre d'environ 70%, voire 80-90% selon les établissements bancaires. Ça dépend des banques, en fait. Chaque banque a sa propre politique et vont pas considérer les revenus de la même manière. Mais en gros, dans un premier temps, pour acheter sa résidence principale, ça va fonctionner comme ça. Après, pour l'investissement locatif, on va un peu augmenter ça, mais c'est pas des sommes folles non plus, tu vois.
Si vraiment tu as du Airbnb par exemple, ou ce genre de location où ça crache fort l'argent, mais tu te crées un peu un deuxième job, tu vois. Donc là, oui, tu vas drastiquement augmenter tes revenus et tu pourrais éventuellement continuer à faire des investissements immobiliers. Explique l'effet de levier. Est-ce que vous savez ce que c'est, les amis? Est-ce que vous savez ce que c'est l'effet de levier? Ok, Tani le sait. J'en ai parlé quelques fois dans les lives. Quentin. Non, là, je suis à la maison, là. Jusqu'à vendredi. Et c'est presque un second job au final, TikTok. Ça me prend du temps, hein. Salut discipline. Payer en long terme et court terme, tu entends quoi par ça? Tu veux dire faire un crédit court et payer vite, ou alors faire un crédit long et avoir des mensualités plus faibles, c'est ça? En fait, c'est simple, hein. Euh, Si tu as, en général, hein, quand tu achètes ta résidence principale, tu la payes rapidement pour éviter de te bloquer trop longtemps. Mais si tu payes plus rapidement, ça te fait des mensualités qui sont plus élevées. Et vu que tes mensualités sont plus élevées, en fait, tu pourras moins emprunter. Salut Anissa. Ou alors un peu moins. Et dans du locatif, c'est bien d'avoir un crédit qui est long, très long. Tu t'en fous presque des intérêts parce que tu peux les déduire fiscalement, tu vois. Et ça va te permettre d'avoir des mensualités qui sont faibles par rapport au loyer que tu vas toucher, ou alors beaucoup moins élevés. Ce qui te permet en fait de quoi respirer en fait mensuellement. Et donc comme ça, tu peux enchaîner les biens. Tu vois, ça a été une de mes techniques, hein, pour enchaîner. Salut Kenneth. Donc ensuite, après la recherche, donc là ça devient vraiment concret. Et pendant la recherche, hein, n'hésitez pas à aller visiter beaucoup de biens. Moi, j'en ai visité une douzaine, je crois, avant de signer mon premier bien. Et n'hésitez pas aussi à vous faire des checklists, des points à vérifier quand vous allez faire des visites. Donc, il y a tout ce qui est plomberie, électricité. Est-ce que c'est aux normes? Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir, de l'entretien? Tout ça, c'est important de le savoir à partir du moment où vous allez visiter, parce que ça va aussi, c'est ce qui va commander le portefeuille, hein, d'une certaine manière. Et des fois, bah, il y a des vendeurs qui vont pas forcément tout vous dire. Et ça va apparaître dans le diagnostic électrique qui va devoir être fait pour le compromis. Donc ensuite, après la recherche de biens, pour moi, avec ton conseil, je rebondis systématiquement. C'est du bon, le feeling que tu perçois ou pas quand tu visites un bien. Ouais, c'est aussi un peu de feeling, mais il faut pas trop laisser les émotions rentrer en jeu, tu vois. Après, faut pas non plus acheter un appartement où on se voit pas y vivre, hein, ça c'est sûr. Mais faut pas non plus tomber amoureux de l'appartement, tu vois. Il faut vraiment que ce soit décorrélé de tes émotions parce que sinon, voilà. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le bien, on va faire ce qu'on appelle une offre. Donc là, vous vous mettez d'accord avec le vendeur, hein. On peut acheter un bien au prix, ou alors on peut décider de négocier, de rentrer dans une phase de négociation. D'où les livres que je vous ai mis dans la vidéo d'aujourd'hui. Tac, il y a des commentaires qui se font filtrer automatiquement, désolé. Donc du coup, là, on va faire une offre. Et en général, quand il y a un bien qui vous intéresse, vous sentez que c'est une bonne affaire parce que vous avez l'habitude, vous avez déjà beaucoup visité. Et vous savez que ce bien-là, quand vous rentrez à l'intérieur du bien, ça sent l'argent. Vous voulez absolument le bloquer. Donc là, une offre au prix. Quand vous faites une offre au prix, normalement, si l'agent immobilier il est éthique et il fait bien son job, quand on fait une offre au prix, le bien il est bloqué pour vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on peut aussi décider de rentrer dans une phase de négociation où on sait que c'est un bien qui vient d'une succession, que celui qui est l'héritier, hein, a obtenu le bien.
il est contraint de le revendre hein, parce qu'il y a des charges à payer, il y a des impôts, il y a quasiment la moitié de la valeur du bien à donner aux impôts hein, quand on hérite d'un bien en ligne directe comme ça, sans forcément mettre des choses en place pour optimiser la fiscalité. Donc s'il y a un bien qui vaut 500 000 euros, le mec va devoir débourser 250 000 euros, plus ou moins. Ah, ça dépend. Sur certains marchés, User 45, sur les marchés qui sont vraiment tendus, où tu tombes sur une pépite, crois-moi que tu fais une offre au prix. Et que dans ces secteurs-là, si tu n'en fais pas une, ce sera le prochain qui en fera une, tu vois. Donc du coup, tu risques de passer à côté de certaines opportunités. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu vois, mais ça permet de te tester aussi, hein, tu vois, de faire tes premières expériences et tu te dis, mince, je savais que c'était déjà une bonne affaire à la base, mais j'ai pas voulu acheter au prix, j'ai voulu être trop gourmand. Donc voilà, c'est ça le problème. Après, bien sûr, on va rentrer dans une phase de négociation, comme tu le dis. C'est important de le savoir, notez-le si vous êtes en train de prendre des notes. Euh, on gagne de l'argent dans l'immobilier au moment de la signature. Donc quand vous allez faire votre offre, faites une offre relativement basse. Ça sert à rien de diminuer de 2000 euros, on n'est pas des marchands de tapis, on négocie vraiment. Donc il ne faut pas avoir peur du rejet à ce moment-là parce que ça se peut qu'on va vous crier dessus, que le vendeur vous regarde d'une manière assez bizarre, qu'on vous rappelle et qu'on vous insulte. C'est normal, c'est normal. Mais l'idée c'est d'acheter un bien qui est inférieur au prix du marché et c'est au moment de la signature qu'on va gagner vraiment de l'argent. Ouais, ouais, Benjack, après, ça dépend, tu vois. Mais en gros, il y a beaucoup à payer, tu vois. Tu peux viser moins 30% par exemple, User 45. Il y avait un bien que j'avais visité, il était affiché à 140 000 euros et j'ai proposé 88 000 euros. Le mec m'a appelé, il m'a insulté, hein, mais la proposition a été acceptée, tu vois. Des fois, la première impression comme ça ne veut rien dire. Et quand les gens ont vraiment besoin d'argent, croyez-moi, ils font des efforts. Ensuite, après avoir fait l'offre, vous êtes mis d'accord pour acheter le bien. Est-ce que vous savez quelle est la prochaine étape après avoir fait l'offre? Donc là, hein, l'offre, hein, c'est rédigé, c'est écrit à la main, etc. Vous vous mettez d'accord avec le vendeur. Pour le dernier bien que j'ai revendu, hein, on s'est pris un café ensemble, on a discuté, tac. On s'est mis d'accord sur le prix. Et exactement, Zadig. On va signer ce qu'on appelle un compromis. Un compromis de vente. Yes, c'est ça, gestion invest. Mais pour payer un bien immobilier, est-ce qu'il vaut mieux que tu le fasses avec un avocat? Non, tu le fais avec un notaire. Pourquoi? Parce que le compromis, tu peux aussi le signer en agence. Euh, mais c'est beaucoup moins pro que le notaire, tu vois. Et en général, c'est l'agence qui en profite le plus. Donc il y a peut-être certains détails où il ne va pas trop t'en parler. Alors je dis pas que les agents immobiliers sont tous les mêmes, hein, mais ils veulent beaucoup vendre. Ils veulent avoir leur pognon, quoi. Donc c'est normal qu'ils utilisent des stratégies un peu pour un peu serpenter. Et voilà. Et le notaire, lui, il va faire des recherches, il va regarder s'il n'y a pas des droits de passage, il va regarder s'il n'y a pas d'arrêté de péril, euh, si la mairie ne veut pas préempter, etc., etc. Mais il faut compter entre 8 à 10%. Et en plus, là, dernièrement, les frais de notaire ont un peu augmenté, mais 8 à 10% du prix de vente, à peu près. Plus ou moins, voilà. Mais ça, si on s'y prend bien, on peut soit le mettre en apport ou soit même l'emprunter. Mais Fatou, oui, oui, oui. Mais après, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de signer, par contre, juste le compromis chez l'agence, directement avec l'agent immobilier, hein, et ensuite d'aller chez le notaire. Mais une fois que tu as signé le compromis, tu as 10 jours, si tu signes en nom propre, tu as 10 jours pour pouvoir te rétracter. Donc, je sais pas, au jour 1, tu signes le compromis et dans 5 jours, tu te rends compte qu'il y a un problème sur le logement, etc. Tu peux te rétracter encore pendant 10 jours après la signature du compromis. Par contre, si tu achètes avec une SCI à l'IS, tu ne peux pas. C'est pour ça que pendant un compromis, on peut aussi mettre plein de clauses. euh, en fait, des clauses, par exemple, une clause d'obtention de crédit, c'est une clause qui va dire si je ne reçois pas de crédit, je ne suis pas obligé d'acheter le bien. Il ne faut pas oublier de la mettre celle-là, parce que sinon vous êtes contraint d'acheter le bien.
Il y a une autre clause qui s'appelle la clause. Il y a une clause qui s'appelle la clause de substitution où justement, si tu veux acheter avec ta SCI à l'IS, tu peux acheter en nom propre et ensuite faire acheter ta SCI. Elle va te substituer en fait pour l'achat. Donc du coup, c'est pas au niveau du compromis. Le compromis, tu vas le signer en nom propre, mais ensuite, pour signer l'acte authentique, c'est ta SCI. Si le vendeur décède, j'en ai eu aucune idée, ça m'est jamais arrivé encore. Les frais de notaire ne sont pas négociables d'habitude. Sauf si vous connaissez bien les notaires, mais si le vendeur décède, de toute façon, vous serez accompagné par le notaire, hein. Et en général, il y a des héritiers, donc du coup, c'est les héritiers qui vont reprendre le truc, l'opération. Ensuite, voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez mettre dans le compromis, hein. Si maintenant c'est un bien où vous voulez construire quelque chose, par exemple. Euh, Tac, il y a des commentaires qui se sont filtrés. Si vous voulez acheter un bien, un terrain par exemple, pour faire construire dessus, il va falloir là mettre par exemple une clause d'obtention de permis de construire, par exemple. Après, il y a plein de choses qu'on peut mettre, il faut discuter avec le notaire, et voilà. Je suis en train d'expliquer Anissa, donc je ne peux pas tout lire, désolé. Ensuite, après le compromis, il y a le prêt bancaire. Donc c'est là où tu vas vraiment venir, salut la vente, où tu vas vraiment venir chez ton banquier avec un dossier concret, avec des chiffres. Et tu vois, en fait, si tu reviens entre-temps ici pour renégocier, machin, etc., revoir ta capacité d'emprunt, en fait, tu lui fais perdre du temps parce qu'il n'a pas de chiffres concrets, donc il ne pourra pas te dire oui ou non, je pourrais te financer, surtout si le budget il est un peu ric-rac. Donc du coup, il faut revenir chez lui quand tu as vraiment des documents officiels. Il sait combien de frais de notaire tu vas payer, il sait combien tu vas acheter le bien, donc du coup, c'est intéressant de revenir après le compromis. Et même si tu vas pas au bout de l'achat, au bout du compromis, ça représente que 300 euros entre guillemets. En tout cas, c'est les tarifs près de chez moi. Si ça aboutit pas, c'est les frais que tu vas payer au notaire pour avoir pris le temps de faire les recherches et de préparer les documents pour la signature du compromis. Et encore pour le compromis, hein, ça j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez demander un projet de compromis. On va vous envoyer par exemple une semaine avant un projet, c'est-à-dire Euh, vous pourrez lire le compromis directement, l'imprimer, surligner, voir les défauts et qu'est-ce qui va pas. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez lui poser des questions. Donc du coup, vous allez l'appeler ou lui rédiger un mail avec toutes les questions que vous voulez lui demander. Et du coup, il pourra vous éclairer. Et c'est mieux de faire ça, de prendre un, un compromis, un projet de compromis pour justement pouvoir voir ça en amont et pas de venir chez le notaire et lui demander oui mais ça etc qu'est-ce que c'est et en fait on va perdre du temps, tout le monde perd du temps. Tac. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous suivez? En plus avec des erreurs on a dû reporter ma signature d'un jour, ouais. Ouais bah tu vois tu perds du temps, hein. Tu perds du temps. Tu perds énormément de temps, surtout sur des opérations où tu es un peu ric-rac au niveau du crédit. Salut Chrysalide. Donc voilà. Et ensuite, euh, donc pour le prêt bancaire, hein, c'est là où tu vas commencer à monter ton dossier. Tu vas mettre tes revenus, tes impôts, etc. Les 3 dernières fiches de paye, les 2 derniers relevés d'avis d'impôt et tous les documents qui concernent ton projet, hein, le compromis de vente, etc. Ça va venir ici, hein. Le banquier va vous demander peut-être des devis si vous avez des travaux à effectuer, etc. etc. Je pourrais mettre en replay Midnight si tu veux, ouais. Et ensuite, je vais terminer directement avec la signature définitive.
là, on va signer l'acte authentique. Et entre ces deux périodes-là, enfin, entre ces étapes-là, il faut compter à peu près 3 mois. Donc 3 mois où le notaire va effectuer des recherches. 3 mois où le notaire va effectuer des recherches. Il va voir si tout est en ordre, il va se renseigner et se rapprocher du livre foncier. Ça va lui permettre aussi d'inscrire le bien au livre foncier à partir du moment où vous allez devenir propriétaire. Donc voilà, entre le compromis et la signature définitive, il y a à peu près 3 mois. Après, entre ça et tout ça, ça dépend que de vous. Ça dépend de combien de temps vous allez prendre pour définir votre projet. La capacité d'emprunt, c'est relativement facile à savoir. Un rendez-vous à la banque et ça va aller, hein. Mais ensuite, l'étape qui va durer le plus longtemps, selon moi, c'est la recherche. La recherche, ça peut durer plus ou moins longtemps. Surtout si on est dans une zone tendue, où il y a des gens qui vont passer devant nous, etc. etc. Ouais, c'est ici, la banque User 45. La capacité d'emprunt. Déjà, assainir ses finances, définir son projet, ce qu'on veut, et c'est pour ça que j'ai mis les deux flèches là. Tu peux intervertir, hein, tu peux directement aller à la banque, mais c'est bien d'aller à la banque confiant et de savoir ce que tu veux acheter. Comme ça, tu vas pas en tant que touriste, tu vois. Tac, tac, tac. Et la purge du droit de préemption, ouais, justement, ouais. Les deux marchent bien, Colicholo. Mais moi, j'aime bien acheter avec travaux pour pouvoir défiscaliser tout ça, tu vois. Et surtout pour savoir et sécuriser aussi ton investissement, pour savoir ce qui a été fait comme travaux. Vu que c'est toi qui es censé les suivre ou les faire. Pige, en fait, c'est le jargon. On dit faire la pige quand on recherche un bien. Isis. Ouais, alsacien, ouais. L'étape numéro 3, la recherche, ouais. Ouais, négocier, c'est pas évident des fois, hein. Des fois, c'est pratique de passer par un agent immobilier parce que l'agent immobilier, c'est une personne qui est neutre, qui est détachée de ta situation et de la situation des vendeurs. Défiscaliser en résidence principale, tu peux pas, non, Chabanou. Par contre, ouais, tu fais bien de le mentionner. Je suis un peu trop en mode locatif, tu vois, donc du coup, peut-être que. Voilà. Mais en gros, que ce soit pour du locatif ou de la résidence principale, en gros, c'est ça, les différentes étapes pour entre ta zéro bien et ta signé pour un bien ou plus. Donc en gros, c'est ça. Voilà. De rien, Chabanou. Merci à toi pour la question. C'est important de le dire à tout le monde. La renta minimum pour un investissement locatif, je codère, c'est la renta avec laquelle tu es OK, tu vois. Il y a des gens qui vont investir à Paris, ou Paris, tu sais que c'est pas forcément rentable, tu vois. Donc c'est un choix personnel. Mais en gros, il faut bien faire tes maths. Il faut que, au final, le loyer couvre ton crédit, les taxes, les impôts, etc. Défiscaliser, c'est uniquement locatif. Ouais, c'est ça. C'est ça, Koicholo, ouais. C'est quoi le mieux, achat-revente ou locatif? Les deux sont bien. Les deux sont bien. Après, juste achat-revente, il faut faire attention de le faire via une société. Ou alors, tu peux le faire à titre privé, mais pas souvent. Parce que si tu le fais trop souvent, par exemple sur des résidences principales, où c'est, je veux dire, euh, où tu payes pas d'impôt, hein, sur la plus-value, pour le moment en tout cas, si tu le fais trop souvent, tu peux être requalifié marchand de biens. Et quand tu es requalifié marchand de biens, c'est plus les mêmes choses à payer, tu n'as plus les mêmes responsabilités, tu vois. Qui c'est qui t'a dit ça, User48? Oui, c'est toujours rentable d'acheter à Paris, oui, bien sûr. Mais les loyers ne vont pas couvrir ta mensualité si tu mets pas d'apport, tu vois. Toulouse, je sais pas, Makina, c'est à voir selon les endroits d'où vous venez. C'est pour ça que définir son projet, c'est important au début. Savoir où vous voulez investir et sur quel type de bien vous voulez aller. En fait, les deux là sont corrélés, hein. La capacité d'emprunt va forcément jouer des cartes pour définir un peu son projet aussi. Donc, vous pouvez changer l'ordre ici. Ok, user 45, c'est cool ça. Pour Grenoble, un bien T4. Ok. Tu peux faire de la coloc avec un T4.
Monsieur Stock, ça dépend de ton expérience, hein. Est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier ou pas? Mais avec 100K d'apport, tu peux en acheter 3-4 des apparts, je pense. Tu peux déjà négocier pas mal, hein. Mais voilà. Si tu es à l'aise avec un immeuble, pourquoi pas aller sur un immeuble ou de la construction ou de la division de plateaux ou de la division de maisons, d'appartements, tu vois. J'irais sur des trucs comme ça. Mais si tu n'as aucune expérience et que tu as juste beaucoup d'argent, t'enflamme pas trop vite non plus. Ouais, bah c'est pas moi qui utilise la méthode, hein, gestion invest, c'est le banquier, hein, qui va l'utiliser éventuellement ici ou au niveau du prêt bancaire. Salut Eric, re-salut. C'est pas forcément moi qui vais utiliser cette méthode des 70%, c'est comme ça, hein, c'est... Yes, ça marche, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Merci pour les messages encore, hein, Eric. J'ai sorti une vidéo là, j'espère que qu'elle a été republiée là pour que les gens prennent conscience des arnaqueurs là qui utilisent mon nom, etc. pour vendre de la merde. Donc faites bien attention, les gens qui s'abonnent maintenant. Il y a des gens qui reprennent mon logo, mon nom, mes vidéos, ma tête, tout, pour vendre des signaux de crypto trading ou je ne sais quoi. Donc faites bien attention, ne vous faites pas avoir. C'est jamais moi qui vais vous contacter en premier. Si je devais être en communication avec vous, c'est moi qui réponds, mais c'est pas moi qui vais initier la conversation. J'en profite, je vois qu'on est à peu près 80 personnes. Donc voilà. Uniquement 100 000 euros pour un prêt. Si c'est ton banquier qui t'a dit ça, change de banque, hein. Parce que là, mais à mon avis, c'est sûrement quelqu'un qui n'investit pas qui t'a dit ça. Pas forcément. Si le taux monte ou descend, le prix de l'immobilier ne change pas forcément, en tout cas pas tout de suite. Ça prend toujours, il y a toujours un petit temps de latence jusqu'à que ça réagisse, tu vois. Quand les taux sont bas, l'immobilier a tendance à augmenter en termes de valeur, et quand les taux sont hauts, bah il faut que ça réduise un peu, tu vois, parce qu'au final, sinon les gens peuvent plus acheter, tout simplement. Ouais, ouais, gestion invest, bien sûr, ouais. J'ai été écrit par votre compte, il m'a dit de rejoindre ton compte Telegram. J'ai pas de compte Telegram, monsieur Viss, si jamais, hein. Ne vous faites pas avoir, les amis. C'est pour ça que je vous dis, faites tourner la vidéo que je viens de sortir sur l'arnaque. Le titre, c'est arnaque, ces comptes se font passer pour moi, un truc comme ça. S'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de mettre en location un appartement qui a été acheté à crédit à taux zéro? Oui, bien sûr, ouais. Sauf que le crédit à taux zéro n'aura plus de taux zéro et va passer à un taux normal. Mais c'est possible. Mais bien sûr, si tu le mets en loc, le taux que tu vas payer, c'est pas forcément grave de plus avoir de taux zéro parce que tu pourras le défiscaliser par après, tu vois. Coicholo, ça dépend. Ça dépend. Ouais, mais la banque postale ne retourne plus, hein. La banque postale, je déconseille. C'était acheté au nom d'une entreprise ou en nom propre. Ça dépend ce que tu as envie de faire avec ton bien, tu vois. Si tu veux toucher des revenus, des loyers pour en vivre, c'est mieux de le faire en nom propre. Si tu veux construire un patrimoine, c'est bien, euh, c'est bien de faire en société, tu vois. Tu as une meilleure gestion de l'impôt, tu vois, si tu veux. Achat pour de la location à MNP ou nu, ça dépend de l'endroit où tu te situes surtout. J'ai une SCI pour acheter des. J'ai acheté un terrain via une SCI là pour faire une construction. Mais sinon, j'ai tous mes biens en perso pour pouvoir bénéficier un jour des loyers. Je fais du LMNP, donc il y a aussi des choses qui sont. Il y a plus de choses à déduire que de la location nue. Mais pour ça, un comptable pourra vous répondre encore plus en détail. Donc après, ça dépend de l'endroit, hein. Il y a des endroits qui sont propices au LMNP où vous fournissez les meubles, hein, typiquement dans les villes où il y a des étudiants, etc. Ils sont bien contents d'avoir des meubles, hein, qui ne sont pas besoin d'acheter. Il y a d'autres endroits comme les petits villages où chacun a déjà ses meubles. Et donc du coup, c'est plus compliqué de louer à quelqu'un qui a déjà un canapé, un appartement où il y a déjà un canapé, tu vois. Surtout si t'as pas de place pour les stocker. Parce que la banque postale, c'est une banque de merde. Désolé pour ceux qui y sont. En SCI, on peut aussi obtenir des loyers, non? Oui, oui, bien sûr. C'est le même principe qu'en nom propre, hein.
Tu peux aussi faire du LMNP. Tu peux louer en meublé dans une SCI commerciale, oui. Moi, je l'ai délégué à un pro, ma compta. Ça m'a vite cassé les couilles, hein, pour être honnête avec vous. J'ai fait ma première déclaration une fois que j'avais acheté mon premier bien. J'ai vu le temps que j'y passais, je me suis dit ça vaut bien les 200-300 € que je donne à mon comptable. Sachant qu'il faut aussi que vous en ayez conscience, une SCI, c'est un bilan. Donc du coup, plus vous avez d'SCI, plus vous aurez de bilan et plus il y aura des charges fixes. Et ça, il faut aussi bien faire attention, si jamais. Parce que je vois souvent des gens qui disent, ouais, SCI ou pas. SCPI, SCI, c'est pas du tout la même chose, hein. La SCPI, c'est une société civile. C'était quoi de nouveau? Société civile de placement immobilier, si je dis pas de bêtises. Salut Caméléon. Et donc, du coup, là, tu vas acheter des parts d'une entreprise qui gère de l'immobilier pour toi. Tu vois? La SCI, c'est toi qui est. Et donc, du coup, là, tu vas acheter des parts d'une entreprise qui gère de l'immobilier pour toi. Tu vois? La SCI, c'est toi qui est actionnaire. Et voilà. Mais ça n'a rien à voir, hein. SCPI, SCI, ça n'a rien à voir. En tout cas, voilà. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Mais je vais mettre une rediff de ce live sur ma chaîne YouTube. Donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Je mets régulièrement des rediffs de live qui sont intéressants. Si je prends... Ça y est, je comprends un achat... Achète un appartement meublé, je vais le mettre en locatif, les impôts prennent combien? Ça dépend. Ça dépend si tu avais des travaux ou pas. Ça dépend si tu avais des travaux ou pas, parce que tu peux déduire fiscalement des travaux, tu vois. Donc du coup, moi j'ai du LMNP, mais j'avais plus de 300 000 € de travaux, du coup je paye pas d'impôts. Et ça dépend si tu le fais au réel ou au forfait. Et tout ça, franchement, je pense que l'investissement, ça vaut le coup de le faire avec un comptable. Je crois qu'il y a certaines copros qui peuvent interdire les Airbnb, ouais, c'est inscrit dans le règlement. En tout cas, voilà. Je vais pas tarder à vous laisser. Donc, pensez à vous abonner, les amis. Pensez à faire tourner la dernière vidéo. Il faut un comptable. Pas forcément, oui, oui et non, mais s'il y a des travaux, effectivement, il vaut mieux être au réel, ouais, Eric. La location meublée, oui, il y a des amortissements que le comptable pourra calculer. On peut le faire soi-même, hein, mais c'est une usine à gaz, hein. Donc voilà. Donc pensez à republier, si jamais les amis, vous avez un petit moment, republier la dernière vidéo que j'ai fait concernant les comptes qui ont repris mon nom, etc. pour vendre de la merde aux gens. Ça me ferait plaisir. Il faut avertir la communauté au plus rapidement pour éviter que ça se reproduise encore et que des gens tombent dans le panneau. Il y a déjà des gens qui ont acheté malheureusement et qui sont tombés dans le panneau, qui se sont fait arnaquer. Donc voilà. J'espère que ce live vous aura plu. Et je reviendrai sûrement demain. Alors je ne sais pas si je reviendrai à la même heure, hein, mais j'essaierai de revenir tous les jours un peu. Et si vous avez des idées de sujets de live, écrivez-moi en privé. Et on se voit demain les amis. Merci encore pour votre présence. Et pensez à vous abonner. Il y a toujours un guide aussi dans ma bio qui est gratuit que vous pouvez télécharger. Il y a juste votre prénom, votre email à mettre. Et voilà. Yes, Eric, je te tiens au jus. Je vais essayer de t'appeler tout à l'heure. Quand exactement, je sais pas, mais allez, à plus les amis. Ciao, ciao.